L'hiver de 1857 s'abattit sur Morzine avec une férocité inhabituelle. Les montagnes de la Haute-Savoie semblaient se dresser comme des géants de glace autour du petit village alpin, leur sommet perdu dans un brouillard perpétuel qui ne se levait jamais complètement. Dans les ruelles étroites pavées de pierres inégales, les habitants marchaient d'un pas pressé, emmitouflés dans leurs manteaux de laine épaisse, le souffle formant de petits nuages blancs dans l'air glacial. Le village de Morzine comptait alors près de 800 âmes, toutes liées par des générations d'entraide et de traditions séculaires. Les maisons de bois et de pierre, avec leurs toits pentus couverts de neige, s'alignaient le long de la rue principale comme des sentinelles silencieuses. L'église Saint-Jean-Baptiste dominait la place centrale, son clocher élancé perçant le ciel gris comme une prière muette. Marie-Claire Rousseau, 17 ans, était l'une des filles les plus appréciées du village. Ses cheveux châtains encadraient un visage aux joues toujours rosies par le froid des montagnes, et ses yeux verts pétillaient d'une vivacité qui faisait sourire même les plus bourrus des villageois. Fille du forgeron Auguste Rousseau, elle avait grandi entre le martèlement du métal et les conversations animées des clients qui venaient faire réparer leurs outils. Ce matin-là, Marie-Claire se dirigeait vers la boulangerie de Madame Chevalier pour acheter le pain quotidien de la famille. Ses sabots résonnaient sur les pavés gelés, et elle fredonnait une mélodie que sa mère lui avait apprise enfant. Le village s'éveillait lentement. De la fumée s'échappait des cheminées, les volets s'ouvraient un à un, et les premiers habitants sortaient pour commencer leur journée de labeur. « Bonjour Marie-Claire », lança Pierre Moreau, le jeune instituteur, depuis le seuil de l'école communale. « Comment va votre père? J'ai entendu dire qu'il avait beaucoup de commandes ces derniers temps. »« Bonjour monsieur Moreau », répondit-elle avec un sourire chaleureux. « Papa travaille effectivement jour et nuit. Avec l'hiver si rude, tout le monde a besoin de réparation. » Pierre Moreau, âgé de 25 ans, était arrivé à Morzine 2 années auparavant. Grand et mince, avec des cheveux bruns toujours soigneusement peignés et des lunettes métalliques qui lui donnaient un air intellectuel, il s'était rapidement intégré à la communauté. Son approche moderne de l'enseignement et sa passion pour les sciences naturelles en faisaient un personnage respecté, bien que parfois regardé avec suspicion par les plus conservateurs du village. « Ces hivers semblent chaque année plus rigoureux », observa-t-il en ajustant ses lunettes. « J'ai lu dans les journaux de Genève que les températures sont exceptionnellement basses dans toute la région alpine. » Marie-Claire hocha la tête. Mais quelque chose dans l'expression de l'instituteur la troubla. Il paraissait préoccupé, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. « Vous avez l'air soucieux, monsieur Moreau. Y a-t-il quelque chose qui vous inquiète ?» Pierre hésita un instant, regardant autour de lui pour s'assurer que personne d'autre ne pouvait entendre leur conversation. « Pour être franc, Marie-Claire, j'ai remarqué quelque chose d'étrange ces derniers jours. Plusieurs de mes élèves, particulièrement les filles, semblent différentes, distraites, nerveuses, comme si elles étaient constamment sur le qui-vive. Hier, la petite Amélie Durand s'est mise à pleurer sans raison apparente pendant la leçon d'arithmétique. » Marie-Claire fronça les sourcils. Amélie Durand n'avait que 14 ans, mais c'était une enfant habituellement joyeuse et studieuse. « Peut-être est-ce simplement la fatigue de l'hiver, » suggéra-t-elle. « Ma mère dit toujours que les longues nuits et le froid peuvent affecter l'humeur des gens. »« Peut-être, » murmura Pierre, peu convaincu. « Mais il y a autre chose. Hier soir, en rentrant chez moi, j'ai entendu des bruits étranges venant de la direction de la ferme des Bertrands, comme des gémissements ou des plaintes. Quand j'ai regardé par ma fenêtre, j'ai vu de la lumière dans leur grange et des silhouettes qui bougeaient. » Marie-Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine, qui n'avait rien à voir avec le froid matinal. « Les Bertrands sont une famille respectable, » dit-elle d'une voix légèrement troublée. « Ils ont 3 filles, toutes très pieuses. Si elles étaient dans la grange la nuit, c'est sûrement pour une raison valable. »« Sans doute, » acquiesça Pierre, mais son expression restait soucieuse. « Excusez-moi, Marie-Claire, je ne voulais pas vous inquiéter avec mes préoccupations. L'isolement de l'hiver peut parfois jouer des tours à l'imagination. »
Marie-Claire lui sourit, mais les paroles de l'instituteur avaient semé une graine d'inquiétude dans son esprit. Elle continua son chemin vers la boulangerie, saluant au passage Madame Joly qui étendait son linge malgré le froid, et Monsieur Blanc qui déblayait la neige devant sa maison. La boulangerie de Madame Chevalier était un havre de chaleur et d'arômes réconfortants. L'odeur du pain fraîchement cuit se mêlait à celle des brioches et des tartes aux pommes. Georgette Chevalier, une femme corpulente aux joues rougeaudes et aux mains toujours farinées, accueillit Marie-Claire avec sa bonhomie habituelle. « Ma petite Marie-Claire, comment va ta famille? Ton père a-t-il terminé la réparation de ma grille? »« Bonjour, Madame Chevalier. Papa y travaille encore, mais il devrait avoir fini d'ici demain. 2 miches de pain, s'il vous plaît. » Tandis que la boulangère préparait sa commande, Marie-Claire observa les autres clients présents dans la boutique. Il y avait Madame Renaud, l'épouse du maire, qui choisissait des pâtisseries avec un soin méticuleux, et Julien Morvan, un jeune homme de son âge qui travaillait au champ pendant l'été et aidait sa mère à l'auberge pendant l'hiver. « Dites-moi, Madame Chevalier, » dit soudain Madame Renaud d'un ton préoccupé, « avez-vous entendu parler des étranges comportements de certaines femmes du village ces derniers temps ?» La boulangère s'arrêta dans son geste, une miche à la main. « Que voulez-vous dire, Madame Renaud ? » « Eh bien, hier, en passant devant la maison des Martins, j'ai entendu des cris terrifiants. Quand j'ai frappé à la porte pour m'enquérir de leur santé, c'est leur fille Catherine qui m'a ouvert. Elle avait les yeux rouges et semblait complètement bouleversée. Elle m'a dit que sa mère avait eu une crise, mais elle n'a pas voulu m'expliquer de quoi il s'agissait. » Marie-Claire sentit son cœur se serrer. Catherine Martin avait 19 ans et était connue pour sa discrétion et sa gentillesse. Si elle était bouleversée au point de ne pas pouvoir expliquer ce qui arrivait à sa mère, la situation devait être grave. « Et ce n'est pas tout, » continua Madame Renaud en baissant la voix. « Ma voisine, Madame Dubois, m'a raconté que sa propre fille, Marguerite, s'était levée en pleine nuit la semaine dernière et avait marché jusqu'au cimetière, pieds nus dans la neige. Quand son mari l'a trouvée, elle était agenouillée devant une tombe et murmurait des choses incompréhensibles. Le silence s'abattit sur la boulangerie. Même Julien, habituellement bavard, resta muet, ses yeux passant d'un visage à l'autre. Madame Chevalier posa la miche sur le comptoir avec des mains légèrement tremblantes. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Marguerite est pourtant une fille si sage. Elle vient ici chaque matin acheter du pain et elle est toujours si polie, si normale. » « Justement, » reprit Madame Renaud, « il est ce qui est le plus troublant. Il ne s'agit pas de femmes réputées pour leurs excentricités. Ce sont des mères de famille, des filles modèles, des personnes que nous côtoyons depuis des années. » Marie-Claire paya son pain en silence, l'esprit tourbillonnant. Les paroles de Pierre Moreau lui revinrent en mémoire, et elle réalisa que ce qu'elle avait pris pour de simples préoccupations d'instituteur était peut-être le signe de quelque chose de plus grave. En sortant de la boulangerie, elle croisa le docteur Étienne Durand qui se dirigeait vers la maison des Martins, sa sacoche médicale à la main. Le médecin, un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard perçant, était respecté dans tout le village pour son dévouement et sa compétence. « Docteur Durand !» l'appela Marie-Claire. « Excusez-moi de vous déranger, mais avez-vous entendu parler de ces étranges comportements chez certaines femmes du village ?» Le médecin s'arrêta et la regarda avec gravité. « Marie-Claire, n'est-ce pas, la fille d'Auguste le forgeron ?» Elle hocha la tête. « Pour répondre à votre question, oui, j'ai été appelé auprès de plusieurs patientes ces derniers jours. Des cas inhabituels. » Il hésita, comme s'il pesait ses mots avec soin. « Je ne peux pas discuter des détails médicaux de mes patients, vous comprenez ? Mais je peux vous dire que je n'ai jamais vu de symptômes similaires au cours de ma carrière. C'est troublant, très troublant. Qu'est-ce que cela pourrait être, docteur? Une maladie? Honnêtement, je l'ignore encore. J'ai écrit à des collègues de Genève et d'Annecy pour demander leur avis. En attendant, je conseille à toutes les familles d'être vigilantes et de m'appeler immédiatement si l'un de leurs proches présente des comportements inhabituels. » Il ajusta sa sacoche et ajouta d'un ton grave, « Marie-Claire, si vous ou quelqu'un de votre famille ressentez quoi que ce soit d'anormal,
des maux de tête violents, des visions, des envies irrésistibles de faire des choses étranges. Promettez-moi de venir me voir immédiatement. Bien sûr, docteur, répondit-elle, impressionnée par la gravité de ses propos. Mais pensez-vous que cela puisse être contagieux? Le docteur Durand soupira longuement. C'est exactement ce que j'essaie de déterminer. En attendant, mieux vaut être prudent. Sur ces mots, il reprit sa route vers la maison des Martin, laissant Marie-Claire plantée au milieu de la rue, ses miches de pain sous le bras, l'esprit en ébullition. Le reste de la journée passa dans une atmosphère étrange. À la forge, Auguste Rousseau travaillait avec son acharnement habituel, mais même lui sembla remarquer que quelque chose n'allait pas dans le village. « Les gens ont l'air nerveux aujourd'hui », observa-t-il en martelant une pièce de fer rougie au feu. Madame Bernard est venue ce matin pour une simple réparation de serrure, et elle n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule comme si elle craignait d'être suivie. Marie-Claire, qui l'aidait en tenant les pièces pendant qu'il travaillait, hocha la tête. « Papa, avez-vous entendu parler de ces femmes qui ont des crises ?» Auguste s'arrêta de frapper et la regarda avec attention. « J'ai entendu des rumeurs. Rien de très précis. Pourquoi cette question ?» Elle lui raconta sa conversation avec Pierre Moreau, puis celle qu'elle avait surprise à la boulangerie, et enfin sa rencontre avec le docteur Durand. Auguste écouta sans l'interrompre, son visage se rembrunit progressivement. « Si le docteur Durand est inquiet, c'est que la situation est sérieuse, dit-il finalement. Cet homme n'est pas du genre à s'alarmer pour rien. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe, papa ?» Auguste posa son marteau et s'essuya les mains sur son tablier de cuir. « Je ne sais pas, ma fille. Mais dans les montagnes, on a parfois des phénomènes qu'on ne comprend pas tout de suite. Il y a des années, quand j'étais enfant, il y a eu une épidémie de fièvre qui a touché presque tout le village. Les médecins de l'époque ne savaient pas ce que c'était. Puis, un jour, c'est parti comme c'était venu. Vous pensez que c'est la même chose? Peut-être, ou peut-être pas. » Il reprit son marteau, mais son geste était moins assuré qu'à l'habitude. En tout cas, nous devons rester vigilants et nous entraider. C'est comme ça qu'on s'en sort dans ces montagnes. La soirée tombait déjà quand Marie-Claire rentra à la maison familiale, une modeste bâtisse de pierre et de bois située dans une ruelle parallèle à la rue principale. Sa mère, Hélène Rousseau, l'accueillit dans la cuisine où mijotait un pot-au-feu dont l'arôme réchauffait l'atmosphère. « Tu as l'air soucieuse, ma chérie », observa Hélène en déposant un baiser sur le front de sa fille. « Quelque chose te préoccupe ?» Hélène Rousseau était une femme de 42 ans, aux cheveux bruns parsemés de quelques fils gris et aux mains habiles qui savaient tout faire, raccommoder, cuisiner, soigner les petits maux. Elle possédait cette sagesse tranquille des femmes de montagne, acquise au fil des années passées à affronter les difficultés de la vie alpine. Marie-Claire lui rapporta les événements de la journée. Sa mère l'écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps, son expression devenant de plus en plus grave. « Tu sais, » dit-elle finalement en remuant le pot-au-feu, « j'ai moi aussi remarqué quelque chose d'étrange. Hier, quand je suis allé chercher de l'eau à la fontaine, j'ai croisé la petite Amélie Durand. Elle marchait bizarrement, comme si elle ne contrôlait pas complètement ses mouvements. Quand je l'ai saluée, elle m'a regardé avec des yeux vides, comme si elle ne me reconnaissait pas, alors que je la connais depuis qu'elle est toute petite. » Marie-Claire sentit un frisson la parcourir. « Monsieur Moreau m'a dit qu'elle avait pleuré sans raison pendant la classe. »« Ma pauvre enfant, » murmura Hélène. « J'espère que le docteur Durand trouvera ce qui cause ces troubles. » Auguste les rejoignit pour le dîner, et ils mangèrent dans un silence inhabituel, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, le vent s'était levé et faisait gémir les volets. De temps en temps, on entendait le craquement de la neige qui tombait d'un toit ou le lointain tintement de la cloche de l'église. « Papa, » dit soudain Marie-Claire, « vous croyez aux malédictions? Aux sorts ?» Auguste la regarda avec surprise. « Pourquoi cette question? C'est juste que certaines personnes du village parlent de choses étranges, des histoires anciennes, des légendes. » Hélène posa sa cuillère et regarda sa fille avec attention. « Ma chérie, dans nos montagnes, il y a effectivement beaucoup d'histoires anciennes.
Nos grands-mères nous racontaient des légendes sur des esprits des sommets, sur des malédictions qui pouvaient frapper des villages entiers. Mais ce sont des histoires, des superstitions. Mais votre mère a raison, acquiesça Auguste. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, mais il y a généralement une explication rationnelle. Le docteur Durand trouvera ce qui cause ces troubles. Pourtant, malgré les paroles rassurantes de ses parents, Marie-Claire ne parvenait pas à chasser son inquiétude. Cette nuit-là, allongée dans son lit étroit sous les combles, elle écouta les bruits de la nuit, le vent dans les arbres, le craquement de la maison qui se refroidissait, et parfois, portés par le vent, des sons qu'elle n'arrivait pas à identifier. Étaient-ce des cris, des gémissements, ou simplement le vent qui jouait dans les rochers? Elle finit par s'endormir d'un sommeil agité, peuplé de rêves étranges, où elle voyait les femmes du village marcher dans la neige, les yeux vides, vers une destination inconnue. Le lendemain matin, elle fut réveillée par des cris dans la rue. Se précipitant à sa fenêtre, elle vit un attroupement devant la maison des Bertrand, celle-là même dont Pierre Moreau lui avait parlé la veille. Les gens parlaient tous en même temps, certains gesticulaient, d'autres semblaient terrifiés. Marie-Claire s'habilla rapidement et descendit. Ses parents étaient déjà dehors, Auguste encore en chemise de nuit sous sa veste, Hélène avec un châle jeté à la hâte sur ses épaules. « Que se passe-t-il » demanda Marie-Claire en rejoignant ses parents. « C'est Louise Bertrand » répondit une voisine, Madame Joly, d'une voix tremblante. « Sa fille aînée, Isabelle. On l'a trouvée ce matin dans la grange. Elle s'était mutilée les mains avec des outils agricoles. Et elle n'arrête pas de hurler qu'elle doit purifier le mal. » Marie-Claire sentit ses jambes flaquer. Isabelle Bertrand était une jeune femme de 22 ans, réputée pour sa douceur et sa piété. L'idée qu'elle puisse se blesser volontairement était impensable. « Le docteur Durand est déjà à l'intérieur, » continua Madame Joly. « Mais il semble complètement dépassé. Il a envoyé chercher le prêtre. » Comme pour confirmer ses dires, la porte de la maison Bertrand s'ouvrit sur le père Louis Morel, le curé de la paroisse. C'était un homme de 60 ans, grand et maigre, avec des cheveux blancs et un regard bleu acier. Il tenait à la main son étole et un flacon d'eau bénite. Le père Morel s'avança vers l'attroupement et leva la main pour réclamer le silence. « Mes chers paroissiens, dit-il d'une voix forte qui portait malgré le vent, nous traversons une période d'épreuve. Mais ayez foi. Le mal ne peut triompher face à la prière et à l'union de notre communauté. « Père Morel !» lança une voix dans la foule. « Qu'est-ce qui arrive à nos femmes? Ma propre épouse a eu des cauchemars terrifiants cette nuit. Elle parlait dans son sommeil, mais ce n'était pas du français. On aurait dit une langue ancienne. » Le prêtre regarda l'homme qui avait parlé. C'était Jean Martel, un fermier respecté, et son expression se durcit. « Jean, amenez votre épouse au presbytère dès que possible. Il est important que je puisse l'examiner spirituellement. »« Spirituellement », répéta Auguste Rousseau. « Père Morel, avec tout le respect que je vous dois, ne pensez-vous pas que c'est d'abord un problème médical? Le docteur Durand fait de son mieux, » coupa le prêtre. « Mais certains maux ne peuvent être guéris par la médecine seule. Parfois, il faut regarder au-delà du corps physique et considérer l'âme. » Un murmure parcourut l'assemblée. Marie-Claire vit que les visages se divisaient déjà. Certains hochèrent la tête en signe d'approbation, d'autres froncèrent les sourcils avec scepticisme. Pierre Moreau, qui avait rejoint l'attroupement, prit la parole. « Père Morel, en tant qu'instituteur, je pense qu'il serait sage d'adopter une approche rationnelle. Peut-être s'agit-il d'un phénomène psychologique lié aux conditions hivernales difficiles, à l'isolement, à... » « Monsieur Moreau, » l'interrompit le prêtre d'un ton sec, « votre instruction est louable. Mais il y a des domaines où la science moderne montre ses limites. Ce que j'ai vu aujourd'hui dans cette maison, » il s'arrêta, comme s'il cherchait ses mots. « Ce n'est pas naturel. Cette jeune femme avait une force décuplée. Il a fallu 4 hommes pour la maintenir, et les choses qu'elle disait... » Il frissonna malgré lui. « Quelles choses ?» demanda Marie-Claire, sa propre voix la surprenant par sa fermeté. Le père Morel la regarda et elle vit dans ses yeux une peur profonde, soigneusement dissimulée mais bien réelle.
Des choses qu'une jeune femme pieuse ne devrait pas connaître. Des détails sur la vie privée de personnes qu'elle n'a jamais rencontrées. Des secrets que seuls les concernés pourraient connaître. Et surtout, il marqua une pause dramatique. Elle parlait en latin, un latin parfait, alors qu'elle ne sait même pas lire correctement le français. Un silence glacial s'abattit sur l'assemblée. Marie-Claire sentit sa mère lui prendre la main et la serrer fort. « Qu'est-ce que cela signifie, père ?» demanda une voix tremblante. Le prêtre regarda autour de lui, son regard passant de visage en visage. « Cela signifie, mes chers paroissiens, que nous devons nous préparer à affronter une épreuve spirituelle. Je vais écrire immédiatement à Monseigneur Lambert, notre évêque, pour solliciter son aide et ses conseils. En attendant, je vous demande de redoubler de prières et de rester vigilants. Si l'une des femmes de votre famille présente des signes inhabituels, amenez-la moi immédiatement. » L'attroupement commença à se disperser, les gens rentrant chez eux par petits groupes, leur conversation à voix basse, créant un bourdonnement inquiet. Marie-Claire remarqua que plusieurs femmes du village étaient absentes. Où était Madame Martin, Madame Dubois, la fille aînée des chevaliers? « Venez !» dit Hélène en tirant sa fille par la manche. « Rentrons à la maison. Il fait froid et nous avons du travail. » Mais en regagnant leur demeure, Marie-Claire ne put s'empêcher de jeter un regard en arrière vers la maison des Bertrand. À l'une des fenêtres du premier étage, elle crut apercevoir un visage pâle qui l'observait. Quand elle regarda plus attentivement, il n'y avait plus rien. L'après-midi fut étrange et tendu. Peu de gens sortirent, et ceux qui le firent marchaient rapidement évitant les conversations. La forge d'Auguste reçut moins de clients que d'habitude, et ceux qui vinrent semblaient pressés de repartir. Vers 16 heures, alors que la lumière commençait déjà à décliner, Marie-Claire décida d'aller rendre visite à sa meilleure amie, Céleste Morvan, qui habitait près de l'auberge familiale. Elle avait besoin de parler à quelqu'un de son âge, quelqu'un qui pourrait peut-être l'aider à comprendre ce qui se passait. L'auberge des Morvan, au chalet de l'Ours, était l'un des rares établissements du village à accueillir des voyageurs de passage. En hiver, elle servait principalement de lieu de rassemblement pour les habitants qui venaient boire un verre de vin chaud et échanger les nouvelles. Marie-Claire trouva Céleste dans la cuisine, aidant sa mère à préparer le dîner. Céleste était une jeune femme de 18 ans, aux cheveux noirs bouclés et aux yeux bruns pétillants. Habituellement joyeuse et bavarde, elle semblait ce jour-là préoccupée et silencieuse. « Marie-Claire !» s'exclama-t-elle en la voyant entrer. « Je suis si contente que tu viennes. » Les deux amies montèrent dans la chambre de Céleste, sous les combles de l'auberge. Par la petite fenêtre, on apercevait les toits du village et, au-delà, les montagnes qui se perdaient dans la brume. « Céleste, que penses-tu de tout ce qui se passe ?» demanda Marie-Claire sans préambule. Son amie s'assit sur son lit et soupira profondément. « Je ne sais pas quoi penser. C'est tellement étrange, tellement effrayant. Et le plus troublant, c'est que... » Elle hésita, puis reprit d'une voix plus basse. « C'est que je ressens quelque chose, moi aussi. » Marie-Claire sentit son cœur s'arrêter. « Mais comment ça ? Depuis quelques jours, j'ai des rêves très intenses. Des rêves où je marche dans le village, mais tout est différent. Les maisons sont plus anciennes, les gens portent des vêtements d'une autre époque. Et il y a une femme qui me parle. Une femme que je ne reconnais pas, mais qui semble me connaître. Qu'est-ce qu'elle te dit ?» Céleste frissonna. « Elle me dit que le village cache un secret très ancien, et que nous, les jeunes femmes, nous sommes les seules à pouvoir le révéler. Elle me dit que nos âmes sont ouvertes et que c'est pour cela que nous pouvons entendre ce que les autres n'entendent pas. » Marie-Claire sentit un froid glacial l'envahir. « Céleste, tu dois en parler au docteur Durand ou au père Morel. »« Non !» s'exclama Céleste avec une véhémence surprenante. « Il ne comprendrait pas. Il penserait que je deviens folle comme les autres. Mais Marie-Claire, je ne suis pas folle. Ces rêves, ils sont si réels. Et la femme, elle n'est pas méchante. Elle essaie de nous avertir de quelque chose. T'avertir de quoi? Je ne sais pas encore, mais elle me dit que nous devons être prêtes. Que bientôt, nous devrons faire un choix. » Marie-Claire regarda son amie avec inquiétude. «
Céleste semblait sincère, mais ses paroles étaient si similaires à ce qu'elle avait entendu dire des autres femmes affectées qu'elle ne put s'empêcher de penser que le phénomène était en train de se propager. « Céleste, promets-moi une chose. Si ces rêves deviennent plus intenses, si tu commences à avoir des envies bizarres, ou si tu te sens poussé à faire des choses que tu ne comprends pas, promets-moi que tu viendras me voir immédiatement. » Céleste la regarda dans les yeux et hocha lentement la tête. « Je te le promets, mais toi aussi, Marie-Claire. Ah. Si quelque chose t'arrive, si tu ressens quoi que ce soit d'inhabituel, tu viendras me le dire, d'accord ?»« D'accord, » répondit Marie-Claire, en serrant la main de son amie. Elles redescendirent à la cuisine, où Madame Morvan préparait le service du soir. L'auberge commençait à se remplir d'habitués qui venaient chercher un peu de réconfort et de chaleur humaine après cette journée troublante. Marie-Claire salua Madame Morvan et quitta l'auberge, mais au lieu de rentrer directement chez elle, elle décida de faire un détour par l'église. Elle avait besoin de réfléchir, et l'atmosphère paisible du lieu saint l'avait toujours apaisée. L'église Saint-Jean-Baptiste était plongée dans la pénombre, éclairée seulement par quelques cierges qui vacillaient devant l'autel. L'odeur de l'encens et de la cire chaude flottait dans l'air froid. Marie-Claire s'agenouilla dans un banc du fond et joignit les mains. Elle pria pour son village, pour les femmes malades, pour que la paix revienne à Morzine. Mais au bout de quelques minutes, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Des murmures provenaient de l'avant de l'église, près de l'autel. Se levant discrètement, elle s'avança dans l'allée centrale et vit le père Morel agenouillé devant le crucifix. Mais il ne priait pas seul. 3 hommes l'entouraient, le docteur Durand, le maire Henri Renaud et un homme qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « La situation devient incontrôlable », disait le docteur Durand d'une voix tendue. « J'ai maintenant 7 cas confirmés et je soupçonne que d'autres femmes sont affectées mais n'osent pas se manifester. Les symptômes sont de plus en plus violents. »« Et côté spirituel ?» demanda le maire. Le père Morel secoua la tête avec gravité. « J'ai écrit à Monseigneur Lambert, mais sa réponse ne peut arriver avant plusieurs jours. En attendant, je fais ce que je peux, mais... » Il hésita. « Ces femmes ne réagissent pas aux bénédictions habituelles. Elles semblent même s'agiter davantage quand je récite certaines prières. » L'homme que Marie-Claire ne connaissait pas prit la parole. Elle réalisa qu'il s'agissait d'Henri Valin, un médecin de Thonon-les-Bains, qu'elle avait déjà vu en visite chez le docteur Durand. Mes collègues de Genève m'ont fait part d'un cas similaire survenu en Allemagne il y a quelques années. Un village entier a été touché par ce qu'ils ont appelé une épidémie de possession. Les autorités ont finalement dû évacuer temporairement la population. « Évacuer ?» répéta le maire, visiblement alarmé. « Mais c'est impossible. Les gens ne peuvent pas partir en plein hiver. Et d'ailleurs, où iraient-ils ? C'est bien le problème, soupira le docteur Durand. Nous sommes isolés par la neige et la géographie. Nous devons trouver une solution ici même. Marie-Claire recula silencieusement, son cœur battant la chamade. La gravité de la situation dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Les autorités du village envisageaient déjà des mesures drastiques. Elle sortit de l'église et rentra chez elle en courant, les mots qu'elle avait entendus résonnant dans sa tête. Épidémie de possession, évacuer la population. Qu'est-ce qui pouvait bien causer de tels troubles? Le dîner familial fut encore plus silencieux que la veille. Auguste semblait préoccupé. Hélène jetait des regards inquiets vers sa fille et Marie-Claire n'osait pas rapporter ce qu'elle avait entendu à l'église. « Demain, nous fermons la forge plus tôt », annonça soudain Auguste. « J'ai l'intention d'organiser une réunion avec les autres hommes du village. Il faut que nous nous coordonnions pour protéger nos familles. »« Protéger ? De quoi ?» demanda Hélène. « Je ne sais pas encore, mais quelque chose de grave se prépare, j'en suis certain. » Cette nuit-là, Marie-Claire eut du mal à trouver le sommeil. Chaque bruit la faisait sursauter. Le vent qui gémissait dans les volets, le craquement du bois de la charpente, et parfois des sons plus inquiétants qui semblaient provenir du village. Vers minuit, elle fut réveillée par des éclats de voix dans la rue. Se levant silencieusement, elle s'approcha de sa fenêtre et écarta légèrement le rideau. Dans la rue, en contrebas, elle vit un groupe d'hommes qui portaient des lanternes. Ils semblaient chercher quelque chose ou quelqu'un.
Au centre du groupe, elle reconnut le docteur Durand et le père Morel. « Elle ne peut pas être allée bien loin », criait l'un d'eux. « Regardez, ces traces dans la neige mènent vers la forêt. »« Mon Dieu !» murmura le père Morel. « Si elle s'est dirigée vers les grottes anciennes !» Marie-Claire n'entendit pas la suite, car le groupe s'éloigna en direction de la sortie du village. Mais elle resta longtemps à sa fenêtre, scrutant l'obscurité, se demandant qui avait disparu et pourquoi la mention des grottes anciennes avait semblé tant inquiéter le prêtre. Le lendemain matin, tout le village était en émoi. Marie-Claire apprit par ses parents que Marguerite Dubois, la jeune femme qui avait été trouvée au cimetière quelques nuits plus tôt, avait disparu de chez elle. Ses parents l'avaient trouvée en pleine crise vers 23 heures, hurlant qu'elle devait rejoindre les sœurs endormies. Malgré leur surveillance, elle avait réussi à s'échapper par une fenêtre du premier étage et avait couru pieds nus dans la neige vers la forêt. Les équipes de recherche l'avaient retrouvée à l'aube, inconsciente et en hypothermie, près de l'entrée d'une grotte située à environ 2 kilomètres du village. Elle était maintenant entre les mains du docteur Durand, dans un état critique. « Les grottes ?» murmura Marie-Claire en se souvenant de ce qu'elle avait entendu la nuit précédente. « Qu'est-ce que tu dis, ma chérie ?» demanda sa mère. « Rien, maman, c'est juste que... Pourquoi est-elle allée là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces grottes ?» Auguste et Hélène échangèrent un regard que Marie-Claire ne sut pas interpréter. « Ces grottes sont anciennes, » dit finalement Auguste d'une voix grave. « Très anciennes. Nos ancêtres y faisaient des choses, des rituels, avant que le christianisme ne s'implante dans la région. »« Hein? Quel genre de rituels ? » ?»« Des choses que nous ne pratiquons plus depuis des siècles, » intervint Hélène rapidement. « Des superstitions païennes. Ton père et moi, nous n'y croyons pas, bien sûr. Mais nos grands-parents nous racontaient des histoires. » « Quelles histoires ?» Auguste hésita puis décida visiblement de dire la vérité. On disait que ces grottes étaient un lieu de culte pour une ancienne déesse. Une déesse de la féminité et de la frénésie. Les femmes du village s'y rendaient lors de certaines périodes de l'année pour des cérémonies. Elles entraient en transe et... Il s'arrêta, cherchant ses mots. Elle prétendait communiquer avec l'esprit de la déesse. Marie-Claire sentit un frisson la parcourir. Les paroles de Céleste lui revinrent en mémoire. « Une femme qui me parle, elle me dit que le village cache un secret. Quand ces cérémonies ont-elles cessé ?» demanda-t-elle. « Il y a très longtemps, avec l'arrivée du christianisme, mais... » Auguste regarda autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. « Il y a eu quelques résurgences. La dernière fois, c'était il y a environ 50 ans. Plusieurs femmes du village avaient commencé à avoir des comportements étranges, très similaires à ce qui se passe maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prêtre de l'époque, avec l'aide des autorités, a fait murer l'entrée principale de la grotte. Les troubles ont cessé peu après, mais visiblement. Il regarda par la fenêtre en direction de la forêt. L'entrée a été rouverte. Le reste de la journée passa dans une atmosphère de plus en plus tendue. D'autres cas furent signalés. Madame Martin avait eu une crise si violente que son mari avait dû l'attacher à son lit, et 2 autres jeunes femmes, les sœurs Dubois, présentaient des symptômes inquiétants. Vers la fin de l'après-midi, Marie-Claire décida d'aller voir Céleste pour lui faire part de ce qu'elle avait appris sur les grottes. Mais quand elle arriva à l'auberge, Madame Morvan l'accueillit avec un visage défait. « Marie-Claire, Dieu merci, tu es là, c'est Céleste, elle... » Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est dans sa chambre depuis ce matin. Elle refuse de descendre, de manger, de nous parler. Tout ce qu'elle fait, c'est regarder par la fenêtre en direction de la forêt et murmurer des choses que nous ne comprenons pas. Marie-Claire monta précipitamment à la chambre de son amie. Elle la trouva assise près de la fenêtre, immobile comme une statue. Ses yeux, normalement pétillants, étaient ternes, et elle avait le regard fixe. « Céleste ?» Un d'eux l'appela doucement Marie-Claire. Son amie tourna lentement la tête vers elle, et Marie-Claire fut frappée par l'étrangeté de son expression. Ce n'était plus la Céleste qu'elle connaissait. « Marie-Claire » dit Céleste d'une voix monocorde. « Tu es venue. Elle m'avait dit que tu viendrais. »« Elle? Qui ça, elle ?»« La dame des grottes. Elle m'a parlé cette nuit. »
Elle m'a tout expliqué. Marie-Claire s'approcha prudemment et s'assit sur le lit. Qu'est-ce qu'elle t'a expliqué? Céleste tourna de nouveau son regard vers la fenêtre. Elle m'a dit que nous sommes les élus. Nous, les jeunes femmes de Morzine. Nous avons été choisis pour réveiller l'ancien pouvoir qui dort dans les montagnes. Céleste, écoute-moi, tu n'es pas toi-même. Il faut que tu voies le docteur Durand. Le docteur ne peut rien pour nous. Personne ne peut rien, c'est notre destinée. Elle se leva soudain et se dirigea vers la porte. Il faut que j'y aille maintenant. Elle m'attend. Marie-Claire se précipita pour lui barrer le passage. « Non, tu ne peux pas sortir. Regarde ce qui est arrivé à Marguerite Dubois. » Pour la première fois, Céleste sembla retrouver un peu de sa personnalité normale. Une lueur de peur passa dans ses yeux. « Marie-Claire, aide-moi. Je sens quelque chose en moi qui n'est pas moi. Ça pousse. Ça me dit de faire des choses que je ne veux pas faire. » Marie-Claire prit son amie dans ses bras. « Nous allons trouver une solution, je te le promets. Mais il faut que tu restes ici, que tu résistes à ces envies. » « C'est si difficile, » murmura Céleste en tremblant. Sa voix est si forte. Elle me dit que si je ne viens pas, elle viendra me chercher. Marie-Claire sentit une détermination froide l'envahir. Il fallait qu'elle agisse, qu'elle trouve un moyen d'aider son amie et toutes les autres femmes du village. Mais pour cela, elle devait d'abord comprendre ce qui se passait réellement. « Céleste, je vais descendre dire à ta mère que tu vas mieux et que tu dors. Mais je veux que tu me promettes de ne pas bouger d'ici, quoi qu'il arrive. Tu peux faire ça pour moi ?» Céleste hocha faiblement la tête. « Je vais essayer, mais dépêche-toi, Marie-Claire, je sens que quelque chose de terrible va se passer cette nuit. » Marie-Claire descendit rassurer Madame Morvan, puis quitta l'auberge le cœur lourd. En sortant, elle faillit percuter Pierre Moreau qui arrivait au pas de course. « Marie-Claire, heureusement que je vous trouve. Il faut que vous rentriez chez vous immédiatement. » Que se passe-t-il? Le docteur Durand a organisé une réunion d'urgence. Toutes les familles doivent se rassembler. Il y a eu des développements inquiétants. Ils coururent ensemble vers la place centrale, où s'assemblait déjà une foule importante. Le docteur Durand se tenait sur les marches de l'église, le père Morel à ses côtés, ainsi que le maire et plusieurs autres notables. « Mes chers concitoyens, » commença le docteur d'une voix forte, « la situation que nous traversons dépasse tout ce que j'ai pu rencontrer dans ma carrière médicale. Nous avons maintenant 15 cas confirmés de... » Il hésita. « D'affection mentale aiguë, et le phénomène continue de s'étendre. » Un murmure d'inquiétude parcourut l'assemblée. « Docteur !» lança une voix dans la foule. « Qu'est-ce que vous comptez faire? Nos femmes deviennent folles, et vous ne semblez pas avoir de solution. »« Nous explorons toutes les pistes, » répondit le docteur Durand. J'ai écrit à mes collègues de Lyon et de Paris. Nous attendons aussi des directives de l'évêché. Le père Morel s'avança. En attendant ces secours, nous devons prendre des mesures immédiates. Je demande à toutes les familles de surveiller étroitement leurs femmes et leurs filles. Au moindre signe inhabituel, amenez-les immédiatement au presbytère ou chez le docteur Durand. Et si elles refusent de venir, demanda quelqu'un. Alors il faudra les contraindre, répondit le prêtre d'un ton grave, pour leur propre sécurité et celle de la communauté. Marie-Claire sentit un froid glacial l'envahir. L'idée que les autorités puissent contraindre les femmes affectées la terrifiait. Elle pensa à Céleste, seule dans sa chambre, luttant contre des forces qu'elle ne comprenait pas. « Il y a autre chose, » continua le docteur Durand. « Nous avons découvert que l'entrée de l'ancienne grotte rituelle a été dégagée. Nous ignorons qui a fait cela et quand, mais nous suspectons un lien avec les troubles actuels. »« Docteur, » intervint Auguste Rousseau, « pensez-vous que nous devrions évacuer temporairement le village ?» La question que tout le monde redoutait venait d'être posée. « Cette option n'est pas exclue, » admit le médecin. « Mais dans l'immédiat, nous allons poster des gardes autour du village, particulièrement près de la forêt et des accès aux grottes. Aucune femme ne doit s'approcher de cette zone. » La réunion se dispersa dans un climat de tension extrême. Marie-Claire rentra chez elle avec ses parents, l'esprit en ébullition. Elle devait absolument retourner voir Céleste, mais elle devait aussi réfléchir à un plan.
Une fois à la maison, elle annonça à ses parents qu'elle se sentait fatiguée et monta dans sa chambre. Mais au lieu de se coucher, elle s'assit à sa petite table et prit une plume et du papier. Si quelque chose lui arrivait, elle voulait laisser une trace de ce qu'elle avait découvert. « Si quelqu'un lit ces lignes, écrivit-elle d'une main tremblante, sachez que les femmes de Morzine ne sont pas folles. Il se passe quelque chose d'ancien et de puissant dans ce village. Les grottes cachent un secret que nos ancêtres ont tenté d'enfouir, mais le passé ne reste jamais enterré. » Elle cachait sa lettre sous une lame de parquet quand elle entendit des cris dans la rue. Se précipitant à sa fenêtre, elle vit un spectacle qui glaça son sang. 12 femmes du village marchaient en file indienne dans la rue principale, toutes vêtues de chemises de nuit blanches malgré le froid glacial. Elles avançaient d'un pas mécanique, les yeux vides, en direction de la sortie du village qui menait à la forêt. En tête du groupe, Marie-Claire reconnut Céleste. Marie-Claire n'hésita qu'une seconde. Attrapant sa cape, la plus chaude, elle se glissa silencieusement hors de sa chambre et descendit l'escalier sur la pointe des pieds. Ses parents dormaient, épuisés par les émotions de la journée. Elle sortit de la maison et se lança à la poursuite du groupe de femmes. La nuit était d'un noir d'encre, mais la neige reflétait suffisamment la lumière des étoiles pour permettre de suivre les silhouettes blanches qui s'éloignaient vers la forêt. Marie-Claire maintint une distance de sécurité, se cachant derrière les arbres et les rochers quand elle le pouvait. Le groupe avançait avec une détermination troublante. Aucune des femmes ne semblait souffrir du froid malgré leurs pieds nus dans la neige. Elles ne parlaient pas, ne se retournaient pas, comme si elles suivaient un chemin invisible mais parfaitement connu. Marie-Claire reconnut bientôt d'autres visages. Marguerite Dubois, qui était censée être alitée chez le docteur Durand, Isabelle Bertrand, dont les mains bandées témoignaient de sa récente automutilation, et plusieurs autres femmes du village qu'elle avait connues toute sa vie. Au bout d'une demi-heure de marche dans la forêt enneigée, le groupe atteignit une clairière, dominée par un affleurement rocheux. Marie-Claire reconnut l'endroit. C'était là que se trouvaient les fameuses grottes dont avait parlé son père. L'entrée principale, qui selon ses dires avait été murée 50 ans plus tôt, était effectivement ouverte. Les pierres qui l'obstruaient avaient été soigneusement déplacées et empilées sur le côté. Les femmes s'arrêtèrent devant l'entrée de la grotte. Pour la première fois depuis qu'elles avaient quitté le village, elles bougèrent de manière individuelle. Certaines levèrent les bras vers le ciel, d'autres s'agenouillèrent dans la neige. Un murmure s'éleva du groupe, d'abord à peine audible, puis de plus en plus fort. Marie-Claire se rapprocha autant qu'elle l'osa, se cachant derrière un gros rocher. Ce qu'elle entendit la fit frissonner d'effroi. Les femmes chantaient, mais ce n'était pas du français. Les mots étaient gutturaux, primitifs, comme appartenant à une langue très ancienne. Ama hai nostvelu, drak hai mantum. Les paroles se répétaient, créant une mélopée hypnotique qui semblait faire écho dans toute la forêt. Marie-Claire sentit quelque chose d'étrange se produire en elle. Les mots, bien qu'incompréhensibles, résonnaient dans son esprit, comme s'ils éveillaient des souvenirs enfouis. Soudain, une voix s'éleva au-dessus du chant collectif. C'était Céleste qui parlait, mais sa voix était différente, plus grave, plus autoritaire. « Sœurs endormies, dit-elle en français, l'heure est venue de réveiller celle qui attend. Trop longtemps nous avons été silencieuses. Trop longtemps nous avons laissé les hommes décider de nos vies, de nos corps, de nos âmes. » Les autres femmes cessèrent de chanter et se tournèrent vers elle. « Dame, et ce soir, continua Céleste d'une voix qui portait dans la nuit froide, nous reprenons notre pouvoir. Nous redevenons ce que nous avons toujours été, les prêtresses de la Grande-Mère, les gardiennes des mystères anciens. » Marie-Claire vit Isabelle Bertrand s'avancer vers l'entrée de la grotte. Malgré ses mains blessées, elle commença à creuser dans la neige et la terre avec une énergie frénétique. D'autres femmes l'imitèrent, utilisant leurs mains nues pour dégager quelque chose d'enterré près de l'entrée. Au bout de quelques minutes, elles sortirent de terre un objet que Marie-Claire ne put d'abord pas identifier. Quand elles l'eurent entièrement déterré et nettoyé, elle réalisa avec horreur qu'il s'agissait d'une statue de pierre noircie par l'âge. La sculpture représentait une femme aux formes généreuses, mais son visage était monstrueux.
Des yeux vides, une bouche ouverte dans un cri muet et des cheveux qui ressemblaient à des serpents. La mer sombre, murmura Céleste en caressant la statue. Enfin libérée de sa prison de terre et d'oubli, les femmes formèrent un cercle autour de la statue. Marguerite Dubois sortit de nulle part un couteau de cuisine qu'elle avait dû dissimuler sous sa chemise de nuit. Sans hésitation, elle se fit une entaille à la paume et laissa son sang couler sur la pierre noire. Une à une, les autres femmes répétèrent le geste. Le sang se mélangea à la neige fondue, créant des rigoles rougeâtres qui semblaient former des motifs complexes autour de la statue. Marie-Claire était pétrifiée d'horreur. Ce à quoi elle assistait dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Ces femmes qu'elle avait connues toute sa vie, qui étaient ses voisines, ses amies, se livraient à un rituel païen d'une violence symbolique terrifiante. Mais le pire était encore à venir. Quand toutes les femmes eurent versé leur sang, Céleste leva la statue au-dessus de sa tête et commença à marcher vers l'entrée de la grotte. Les autres la suivirent en reprenant leur chant guttural. Marie-Claire comprit qu'elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas laisser son amie et toutes ces femmes disparaître dans cette grotte maudite. Mais que pouvait-elle faire seule contre 12 femmes en état de transe? Elle prit une décision désespérée. Sortant de sa cachette, elle cria « Céleste, arrête, ce n'est pas toi !» Le groupe s'immobilisa instantanément. 12 pères dieux se tournèrent vers elle, et Marie-Claire fut frappée par leur expression. Ce n'étaient plus les regards qu'elle connaissait. Ses yeux étaient froids, vides, inhumains. « Marie-Claire, » dit Céleste d'une voix qui n'était plus la sienne, « tu es venue, c'est bien, ta place est avec nous. »« Non !» cria Marie-Claire en reculant. « Vous n'êtes plus vous-même, quelque chose vous contrôle. » Céleste sourit, mais ce sourire était si différent de celui que Marie-Claire connaissait qu'elle en eut des frissons. « Contrôler ? Tu te trompes, ma chère amie. Pour la première fois de nos vies, nous sommes libres. Libres de la domination des hommes, libres des contraintes de la religion, libres d'exprimer notre vraie nature. »« Votre vraie nature ?» répéta Marie-Claire horrifiée. « Céleste, tu vois ce que tu tiens, tu vois ce que vous avez fait, vous vous êtes mutilés. »« Le sang est l'offrande sacrée, » répondit Céleste imperturbablement. « Par lui, nous communions avec la mer sombre. Elle nous donne sa force, sa sagesse, son pouvoir. » Marie-Claire vit que les autres femmes commençaient à l'encercler. Prise de panique, elle recula encore, mais ses pieds glissèrent sur la neige et elle tomba. « N'aie pas peur, » dit Marguerite Dubois en s'approchant d'elle. « Bientôt tu comprendras, bientôt tu ressentiras ce que nous ressentons. Cette extase, cette plénitude. Vous êtes malade, » cria Marie-Claire. « Le docteur Durand peut vous aider. Le père Morel peut vous bénir. » À la mention du prêtre, toutes les femmes éclatèrent d'un rire cruel qui résonna sinistrement dans la clairière. « Le père Morel » ricana Isabelle Bertrand. « Ce vieillard qui nous dit que notre corps est un temple de péché, qui nous enseigne la soumission et la honte. Il ne peut rien contre la puissance de la mer sombre. » Et le docteur, ajouta une autre femme que Marie-Claire ne reconnut pas immédiatement. Celui qui nous traite comme des hystériques, qui veut nous enfermer et nous droguer pour nous faire taire. Marie-Claire réalisa avec horreur que cette femme était Madame Martin, l'épouse du boulanger, une femme d'ordinaire douce et réservée. « Eux et tous les hommes du village, » continua Céleste, « ils ont peur de nous, peur de notre pouvoir, peur de ce que nous pourrions devenir si nous arrêtions de nous soumettre. Mais cette époque est révolue. » Elle brandit de nouveau la statue au-dessus de sa tête. « Ce soir, nous entrons dans la demeure sacrée. Nous accomplissons le grand rituel qui rendra à la mer sombre toute sa puissance. Et demain, Morzine sera notre village. Un village dirigé par les femmes, pour les femmes, selon les anciennes traditions. » Marie-Claire sentit un désespoir total l'envahir. Comment pouvait-elle lutter contre une telle folie collective? Mais au moment où elle allait se résigner à être emmenée de force dans la grotte, elle entendit des voix masculines au loin. « Par ici, je vois de la lumière. » Les équipes de recherche que le docteur Durand avait organisées avaient fini par retrouver leurs traces. L'effet sur les femmes fut immédiat. Leur calme surnaturel se transforma en agitation frénétique. « Vite !» cria Céleste. « Dans la grotte! Il ne faut pas qu'ils nous arrêtent !»
Elle se précipita vers l'entrée, suivie par les autres. Marie-Claire profita de la confusion pour se relever et courir dans la direction opposée vers les voix des sauveteurs. « Au secours !» hurla-t-elle de toutes ses forces. « Par ici !» Ils vont entrer dans la grotte. Quelques minutes plus tard, elle était entourée par une dizaine d'hommes tenant des lanternes et des torches. Elle reconnut son père, Pierre Moreau, le docteur Durand, et plusieurs autres habitants du village. « Marie-Claire !» s'exclama Auguste en serrant sa fille dans ses bras. « Que fais-tu ici? Où sont les femmes ?» Encore tremblante, elle leur raconta ce dont elle avait été témoin. Les visages des hommes se décomposèrent au fur et à mesure de son récit. « Une statue ?» répéta le docteur Durand. « Quel genre de statue ?»« Une femme, mais monstrueuse. Elle l'appelait la mer sombre, et elles ont versé leur sang dessus avant d'entrer dans la grotte. » Le père Morel, qui avait rejoint le groupe, fit le signe de croix. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est pire que tout ce que j'avais imaginé. Il faut les sortir de là immédiatement. »« Mais comment ?» demanda Pierre Moreau. « Nous ne savons pas ce qu'il y a dans cette grotte, et si elles refusent de sortir, alors nous les forcerons, » déclara Auguste d'un ton déterminé. « Ce sont nos épouses, nos filles. Nous ne pouvons pas les abandonner à cette folie. » Le docteur Durand s'approcha de l'entrée de la grotte et y dirigea sa lanterne. L'ouverture béait, comme une gueule noire, et un étrange écho semblait en provenir, des voix lointaines qui chantaient toujours leur mélopée incompréhensible. « Il nous faut des renforts, » dit-il d'un ton grave. « Et de l'équipement, des cordes, d'autres lanternes, peut-être des médicaments pour les calmer si nécessaire. »« Je retourne au village chercher du monde, » proposa Pierre Moreau. « Nous ne pouvons pas entrer là-dedans à 6 seulement. »« Bonne idée, » acquiesça le père Morel. « Et ramener mon étole, mon eau bénite et le crucifix de l'église. Si ce que décrit Marie-Claire est exact, nous aurons besoin de toutes les protections spirituelles possibles. » Tandis que Pierre Moreau repartait en courant vers Morzine, les autres hommes restèrent près de l'entrée de la grotte, l'oreille tendue. Les chants venaient maintenant des profondeurs, comme si les femmes s'étaient enfoncées loin dans le système de caverne. « Mais papa, » dit Marie-Claire en s'accrochant au bras de son père, « j'ai si peur pour Céleste et les autres, ce n'étaient plus elles. Leurs yeux, on aurait dit qu'elles étaient devenues autre chose. » Auguste caressa les cheveux de sa fille. « Nous les ramènerons, ma petite, je te le promets. » Mais Marie-Claire voyait bien l'inquiétude dans ses yeux. Comment pouvait-on lutter contre quelque chose qu'on ne comprenait pas? Le docteur Durand s'était agenouillé près de l'endroit où les femmes avaient accompli leur rituel sanglant. Dans la neige mélangée de sang, il examinait les traces laissées par la statue. « Curieux, » murmura-t-il, « ces motifs dans le sang, ils ne semblent pas aléatoires. On dirait qu'ils forment des symboles. » Il sortit un carnet de sa sacoche et entreprit de dessiner ce qu'il voyait. Marie-Claire, poussée par la curiosité, s'approcha et regarda par-dessus son épaule. Les rigoles de sang avaient effectivement formé des motifs complexes, des spirales entremêlées, des figures géométriques qui semblaient suivre une logique précise. Au centre, là où la statue avait été posée, le sang avait dessiné ce qui ressemblait à un œil. « Docteur, » dit-elle d'une voix troublée, « j'ai l'impression de déjà avoir vu ces symboles quelque part. » « Où ça? Je ne sais pas exactement. Dans un rêve, peut-être? Où? » Elle se concentra, fouillant dans sa mémoire. « Oh, dans le vieux livre de contes que ma grand-mère me lisait quand j'étais petite, il y avait des illustrations bizarres. » Le docteur Durand la regarda avec intérêt. « Ce livre existe-t-il encore? Je crois qu'il est dans le grenier chez mes parents. Grand-mère l'avait laissé en héritage, mais maman a dit qu'il était trop vieux et trop étrange pour les enfants. « Non, il faudra que nous l'examinions dès que possible, » dit le médecin. « Tout indice sur l'origine de ces symboles pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe. » Leurs spéculations furent interrompues par l'arrivée de Pierre Moreau, accompagné d'une quinzaine d'hommes du village armés de lanternes, de cordes et d'outils divers. Le père Morel avait revêtu ses ornements sacerdotaux et portait un grand crucifix d'argent. « Comment va la situation ?» demanda Henri Renaud, le maire, essoufflé par sa course. « Elles sont toujours dans la grotte, »
répondit le docteur Durand. Nous entendons leurs chants, mais ils viennent de plus en plus profonds. Très bien, dit le maire en prenant un ton officiel. En tant que représentant de l'autorité civile, je déclare cette situation comme une urgence de santé publique. Nous allons entrer dans cette grotte et ramener nos femmes, par la force si nécessaire. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le maire, intervint le père Morel, je pense qu'il faut d'abord tenter une approche spirituelle. Ce que nous affrontons n'est peut-être pas uniquement médical. Vous pensez vraiment à de la possession ? Demanda quelqu'un dans le groupe. Le prêtre hésita avant de répondre. Je ne sais pas exactement comment qualifier ce phénomène, mais j'ai étudié les textes anciens et certains passages décrivent des situations similaires. Des communautés entières de femmes qui tombaient sous l'influence d'entités pré-chrétiennes. Un murmure inquiet parcourut l'assemblée. Dans ce cas, dit Auguste Rousseau, nous avons besoin de vous autant que du docteur. Allons-y. Ils s'organisèrent rapidement. Les hommes les plus robustes en tête avec les lanternes et les cordes, le docteur Durand et le père Morel au centre, et les autres derrière. Marie-Claire voulut les suivre, mais son père s'y opposa fermement. « Non, ma fille, c'est trop dangereux. Tu restes ici et tu nous attends. »« Mais papa, je connais Céleste mieux que quiconque. Je pourrais peut-être l'aider à retrouver sa raison. » « Je ne veux pas risquer de te perdre, toi aussi, » dit Auguste, d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Tu es ma seule fille. » Marie-Claire voulut protester, mais elle vit la peur dans les yeux de son père et se tut. Elle regarda les hommes s'enfoncer dans l'obscurité de la grotte, leur lanterne créant un balai de lumière dansante qui disparut rapidement. Restée seule dans la clairière, elle s'assit sur un rocher et attendit. Le silence était oppressant, seulement brisé par le vent dans les arbres, et de temps en temps, des échos lointains qui remontaient des profondeurs de la grotte. Au bout d'une heure, elle commença à s'inquiéter sérieusement. Aucun bruit ne lui parvenait plus, ni chant, ni voix masculine. C'était comme si la terre avait avalé tout le monde. Elle se leva et s'approcha de l'entrée de la grotte. L'obscurité était totale, impénétrable. « Papa » appela-t-elle timidement. « Docteur Durand ?» Seul l'écho de sa propre voix lui répondit. La peur commença à la gagner. Et si quelque chose était arrivé aux hommes aussi? Et si cette force mystérieuse qui avait pris possession des femmes s'attaquait maintenant à toute la population du village? Elle allait retourner à Morzine, chercher de l'aide, quand elle entendit des pas derrière elle. Se retournant, elle vit une silhouette qui approchait dans la pénombre. Son cœur bondit de soulagement quand elle reconnut Pierre Moreau. « Monsieur Moreau !» s'exclama-t-elle en courant vers lui. « Que s'est-il passé? Où sont les autres ?» Mais quand l'instituteur se rapprocha suffisamment pour qu'elle voie son visage, Marie-Claire s'arrêta net. Pierre Moreau avait l'expression vide et mécanique qu'elle avait vue chez les femmes possédées. « Marie-Claire, » dit-il d'une voix monocorde, « tu n'aurais pas dû rester ici. Maintenant, il est trop tard. »« Trop tard, pourquoi ?» balbutia-t-elle en reculant. La mer sombre s'éveille. Son influence grandit. Bientôt, tout Morzine lui appartiendra, hommes et femmes confondus. Marie-Claire tourna les talons et se mit à courir vers la forêt, mais Pierre Moreau était plus rapide qu'elle. Il la rattrapa en quelques enjambées et la saisit par le bras. « N'aie pas peur, » dit-il de cette même voix étrange. « Ce sera bientôt fini. Tu vas rejoindre tes amis dans la grotte. Tu vas devenir l'une des nôtres. »« Lâchez-moi » cria Marie-Claire en se débattant. « Vous n'êtes pas vous-même. Résistez » Mais Pierre Moreau la traînait inexorablement vers l'entrée de la grotte. Dans un accès de désespoir, Marie-Claire réussit à se dégager et ramassa une pierre qu'elle lança de toutes ses forces contre l'instituteur. La pierre l'atteignit à la tempe. Pierre Moreau chancela et pendant un instant, son expression redevint normale. « Marie-Claire, » dit-il d'une voix confuse, « qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression d'avoir... » Il porta la main à sa tempe qui saignait. « Mon Dieu, qu'est-ce que je faisais ?»« Monsieur Moreau, » s'exclama Marie-Claire avec soulagement, « vous revenez à vous. Que s'est-il passé dans la grotte ?» L'instituteur secoua la tête comme pour chasser un brouillard. « C'est confus. Nous avons trouvé les femmes dans une grande caverne. Elles étaient agenouillées autour de cette statue et... » Il frissonna.
Il y avait quelque chose d'autre avec elle, quelque chose d'ancien, de maléfique. Où sont mon père et les autres? Je ne sais pas. Je me souviens d'une lumière aveuglante, et puis, plus rien. Je me suis retrouvé dehors sans savoir comment j'étais arrivé là. Marie-Claire sentit son cœur se serrer. Si Pierre Moreau était sorti de la grotte sans s'en souvenir et dans un état de possession partielle, qu'était-il arrivé aux autres? Il faut retourner au village, dit-elle, chercher de l'aide, prévenir les autorités de Thonon ou d'Annecy. Pierre Moreau hocha la tête, mais Marie-Claire vit qu'il luttait encore contre quelque chose. De temps en temps, son regard devenait vague, et il se tournait vers l'entrée de la grotte comme s'il était attiré par une force irrésistible. « Monsieur Moreau, » dit-elle en le secouant doucement, « il faut résister. Quelle que soit cette influence, vous devez la combattre. »« J'essaie, » murmura-t-il, « mais c'est si fort. Cette voix dans ma tête, elle me dit que je dois retourner dans la grotte, que j'ai ma place aux côtés de la mer sombre. » Ils commencèrent à redescendre vers le village, Pierre Moreau s'appuyant sur Marie-Claire pour résister à l'attraction de la grotte. Mais au bout de quelques minutes, il s'arrêta et la regarda avec des yeux soudain brillants de larmes. « Marie-Claire, » dit-il d'une voix déchirée, « je ne vais pas pouvoir lutter longtemps. Je sens cette chose qui grandit en moi. Bientôt, je ne serai plus moi-même. Ne dites pas ça. Écoute-moi bien, » continua-t-il en la saisissant par les épaules. « Quoi qu'il arrive, ne retourne jamais dans cette grotte. Et si nous tous, nous ne revenons pas normaux, pars de Morzine. Cours jusqu'à Thonon, jusqu'à Annecy, peu importe. Raconte tout aux autorités. Il faut que quelqu'un arrête ça avant que ça se propage. Monsieur Moreau, promets-le-moi. Je vous le promets. » Pierre Moreau sourit tristement, puis son expression redevint vide. Sans un mot, il fit demi-tour et retourna vers la grotte d'un pas mécanique. Marie-Claire le regarda s'éloigner, les larmes aux yeux. Puis elle reprit sa course vers le village, l'esprit en ébullition. Qu'allait-elle dire aux familles? Comment allait-elle expliquer que leur mari et leur père avaient disparu dans une grotte maudite? Quand elle atteignit Morzine, l'aube commençait à poindre. Le village semblait anormalement silencieux. Aucune fumée ne s'échappait des cheminées, aucun volet ne s'ouvrait. C'était comme si la population avait été frappée d'un sortilège. Marie-Claire courut jusqu'à chez elle et monta dans sa chambre. Ses parents n'étaient pas rentrés, ce qu'elle avait redouté. Elle sortit de sa cachette la lettre qu'elle avait commencée la veille et y ajouta quelques lignes. « Les hommes sont partis sauver les femmes dans la grotte. Ils ne sont pas revenus. Quelque chose les a pris eux aussi. Je vais essayer de trouver de l'aide, mais j'ai peur qu'il ne soit déjà trop tard pour Morzine. » Elle cachait de nouveau sa lettre quand elle entendit des bruits dans la rue. Se précipitant à sa fenêtre, elle vit un spectacle qui lui glaça le sang. Une procession se dirigeait vers la place centrale du village. En tête marchaient les 12 femmes qu'elle avait vues la nuit précédente, toujours vêtues de leurs chemises de nuit souillées. Derrière elles venaient des hommes qui étaient entrés dans la grotte. Son père, le docteur Durand, le père Morel, le maire et tous les autres. Mais ils avaient tous le même regard vide, la même démarche mécanique. Et au centre du groupe, porté par 4 hommes, se trouvait la statue de pierre noire que Marie-Claire avait vue près de la grotte. La procession s'arrêta sur la place centrale. Céleste, qui semblait diriger le groupe, leva les bras et parla d'une voix qui porta dans tout le village silencieux. « Habitants de Morzine, l'ère nouvelle commence. La mer sombre a repris sa place parmi nous. Sortez de vos maisons et venez accueillir votre nouvelle maîtresse. » Des portes commencèrent à s'ouvrir. Marie-Claire vit avec horreur que d'autres habitants sortaient de chez eux avec la même expression vide que les membres de la procession. L'influence mystérieuse était en train de se propager à tout le village. Elle réalisa qu'elle était probablement l'une des dernières personnes normales de Morzine. Dans quelques heures, peut-être quelques minutes, elle aussi serait prise par cette folie collective. Se souvenant de la promesse qu'elle avait faite à Pierre Moreau, elle rassembla quelques affaires et de la nourriture, enfila ses vêtements les plus chauds et se glissa hors de la maison par la porte de derrière. Il lui fallait atteindre Thonon-les-Bains, à plus de 20 kilomètres de là. En plein hiver, à pied, c'était un voyage périlleux.
Mais c'était sa seule chance de sauver non seulement sa propre vie, mais peut-être aussi celle de tous les habitants de Morzine. Alors qu'elle s'éloignait du village par les sentiers de montagne, elle entendit derrière elle les chants qui reprenaient, plus fort qu'avant. Cette fois, ils ne venaient plus de la grotte, mais du cœur même de Morzine. Amahai nost velu, Drak hai mantum. Les voix de tout un village uni dans une mélopée païenne qui résonnait dans les montagnes comme un appel à quelque chose d'antique et de terrible. Marie-Claire serra les dents et accéléra le pas. Elle avait une mission à accomplir. Le voyage vers Thonon-les-Bains fut un cauchemar éveillé. Marie-Claire marcha pendant des heures dans la neige profonde, guidée seulement par sa connaissance des sentiers de montagne et par une détermination farouche de remplir la mission que lui avait confiée Pierre Moreau. Vers midi, épuisée et transie de froid, elle atteignit finalement la ville. Thonon était un contraste saisissant avec Morzine. Les rues étaient animées, les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, la vie suivait son cours normal. Pour la première fois depuis des jours, Marie-Claire se sentit en sécurité. Elle se dirigea immédiatement vers le bureau de la gendarmerie, mais face aux gendarmes, elle réalisa la difficulté de sa tâche. Comment expliquer ce qui s'était passé à Morzine sans passer pour une folle ? « Mademoiselle, dit le brigadier Lemoine, un homme d'âge mûr aux favoris grisonnants, vous prétendez que tout votre village est possédé ? Je sais que cela semble incroyable, répondit Marie-Claire en s'efforçant de garder un ton calme et rationnel. Mais je vous en prie, vous devez m'écouter. Envoyez au moins une patrouille pour vérifier. Le gendarme échangea un regard avec son collègue, un jeune homme qui prenait des notes. Mademoiselle Rousseau, nous connaissons le docteur Durand de réputation. C'est un homme sensé, respecté. Si la situation était vraiment aussi grave que vous le dites, ne pensez-vous pas qu'il aurait lui-même envoyé un message? Là, Marie-Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Vous ne comprenez pas? Le docteur Durand est lui aussi affecté. Ils le sont tous. Le brigadier soupira et se leva. Très bien, nous allons envoyer 2 hommes faire une reconnaissance. Mais mademoiselle, si cette histoire s'avère être une plaisanterie ou une exagération... Ce n'en est pas une, dit fermement Marie-Claire. Et soyez prudent. N'entrez pas dans le village. Observez de loin et surtout ne vous approchez pas de la grotte dans la forêt. 2 gendarmes partirent dans l'après-midi pour Morzine. Marie-Claire fut logée dans une auberge de la ville en attendant leur retour. Mais les heures passaient et l'inquiétude la rongeait. Et si les gendarmes tombaient eux aussi sous l'influence de cette mystérieuse force? Le lendemain matin, elle fut réveillée par des coups frappés à sa porte. C'était le brigadier Lemoine, et son expression était grave. « Mademoiselle Rousseau, dit-il d'une voix tendue, mes hommes sont revenus cette nuit. Ils confirment vos dires, du moins en partie. » Marie-Claire se redressa dans son lit. Qu'ont-ils vu? Ils ont observé le village depuis les hauteurs. Toute la population semblait rassemblée sur la place centrale autour d'une statue. Ils chantaient. Même de loin, mes hommes ont dit que ces chants leur donnaient un malaise profond. Ils ont vu mes parents, mon père, Auguste Rousseau. Ils ont reconnu plusieurs personnes, oui. Toutes semblaient normales physiquement, mais leur comportement était effectivement étrange. Le brigadier s'assit sur la chaise près du lit. « Mademoiselle, j'ai immédiatement écrit au préfet de Haute-Savoie. Cette affaire dépasse notre compétence locale. Mais en attendant les instructions, j'ai une question à vous poser. Laquelle? Mes hommes ont ramené ceci. » Il sortit de sa poche un objet que Marie-Claire reconnut immédiatement. C'était le carnet de notes du docteur Durand, celui dans lequel il avait dessiné les symboles de sang près de la grotte. Où l'ont-ils trouvé? Sur le sentier qui mène au village, comme s'il avait été jeté délibérément pour que nous le trouvions. Marie-Claire prit le carnet et l'ouvrit. Au dessin qu'elle connaissait déjà, de nouvelles pages avaient été ajoutées. Des pages couvertes d'une écriture qu'elle reconnut comme celle du docteur Durand, mais les mots étaient dans cette langue étrange qu'elle avait entendue lors du rituel. « Il y a autre chose, » continua le brigadier, à la dernière page. Marie-Claire tourna les pages et découvrit un message en français, écrit d'une main tremblante. « À celui qui trouvera ce carnet,
Nous ne sommes plus nous-mêmes. Une force ancienne nous contrôle. Elle se nourrit de nos esprits et grandit chaque jour. Bientôt, elle sera assez forte pour s'étendre au-delà de Morzine. Il faut nous arrêter avant qu'il ne soit trop tard. La seule solution est dans les archives de l'évêché d'Annecy. Cherchez les documents concernant l'affaire de 1807. Et Durand. Le brigadier regarda Marie-Claire avec gravité. 1807, cela fait 50 ans exactement. Marie-Claire se souvint des paroles de son père. Il avait parlé d'incidents similaires il y a 50 ans et de l'intervention de l'Église pour murer la grotte. Brigadier, il faut aller à Annecy, immédiatement. J'y ai déjà pensé. Une diligence part dans 2 heures. Vous venez avec moi. Vous êtes la seule témoin directe de ces événements. Le voyage jusqu'à Annecy fut long et angoissant. Marie-Claire ne cessait de penser à ses parents, à Céleste, à tous ces gens qu'elle aimait et qui étaient maintenant prisonniers d'une force qu'elle ne comprenait pas. L'évêché d'Annecy était un imposant bâtiment de pierre blanche, situé au cœur de la vieille ville. Monseigneur Pierre Lambert, l'évêque, était un homme d'une 60aine d'années, grand et mince, avec des cheveux blancs et un regard perçant. Quand le brigadier Lemoine lui expliqua la situation, son visage se décomposa. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Pas encore. Je priais pour que cela ne revienne jamais. »« Monseigneur, » dit le brigadier, « vous semblez connaître cette affaire. » L'évêque se dirigea vers une armoire massive et en sortit un dossier poussiéreux. « 1807 » dit-il en posant le dossier sur son bureau. « L'année la plus sombre de mon prédécesseur. Monseigneur de Royan m'a laissé un rapport détaillé avant sa mort. » Il ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents jaunis par l'âge. Tout a commencé exactement comme vous le décrivez. Des femmes du village qui développaient des comportements étranges, des transes, des visions, des automutilations. Mais nous, à l'époque, nous avons d'abord pensé à un cas classique de possession démoniaque. Marie-Claire se pencha pour regarder les documents. Elle y vit des dessins similaires à ceux du carnet du docteur Durand, les mêmes symboles spiralés, les mêmes figures géométriques. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « Mon prédécesseur a envoyé le père Augustin Morval, l'un de nos meilleurs exorcistes, pour traiter l'affaire. Mais les exorcismes traditionnels ont non seulement échoué, ils ont empiré la situation. Plus le père Morval récitait ses prières, plus les femmes devenaient violentes. L'évêque tourna une page et montra un texte écrit d'une main tremblante. « C'est le rapport du père Morval lui-même. Lisez. » Marie-Claire lut à voix haute. « Ce à quoi nous faisons face n'est pas une possession démoniaque classique. Les femmes de Morzine sont habitées par quelque chose de plus ancien, de pré-chrétien. Elles parlent une langue que j'ai fini par identifier. C'est un dialecte celtique archaïque, probablement lié aux anciens cultes druidiques de la région. Elles invoquent une entité qu'elles appellent Morrigan, la déesse celtique de la guerre et de la prophétie. Morrigan, murmura Marie-Claire, mais elle parlait de la mer sombre. Même entité, nom différent, expliqua l'évêque. Morrigan était souvent représentée comme une femme sombre et terrifiante, capable de prendre possession des femmes guerrières pour les transformer en instruments de sa volonté. Le brigadier Lemoine fronça les sourcils. « Monseigneur, avec tout le respect que je vous dois, nous parlons de superstition païenne. Il doit y avoir une explication rationnelle. » L'évêque le regarda gravement. « Brigadier, je respecte votre scepticisme, mais laissez-moi vous montrer quelque chose qui vous fera peut-être changer d'avis. » Il sortit du dossier une feuille de papier sur laquelle était dessinée une carte de la région. En 1807, l'affaire ne s'est pas limitée à Morzine. Regardez ces croix rouges que j'ai marquées. Marie-Claire compta une douzaine de croix dispersées dans un rayon de 50 km autour de Morzine. Tous ces villages ont été touchés, continua l'évêque. En l'espace de 2 mois, l'épidémie s'est propagée. Des centaines de femmes, puis d'hommes, sont tombés dans le même état. Les autorités civiles et religieuses étaient complètement dépassées. « Comment cela s'est-il terminé ?» demanda Marie-Claire, bien qu'elle redoutât la réponse. « Par une tragédie, » répondit sombrement l'évêque. Face à l'impossibilité de contrôler la situation, les autorités militaires ont pris une décision radicale. Elles ont
évacué de force toute la population des villages touchés et ont procédé à ce qu'elles ont appelé une purification par le feu. Le silence s'abattit sur la pièce. « Vous voulez dire qu'elles ont... » commença le brigadier. « Elles ont brûlé tous les villages, » confirma l'évêque. « Maisons, églises, tout. Et pour s'assurer que l'épidémie ne reprenne jamais, elles ont fait exploser l'entrée de la grotte principale avec de la poudre noire. » Marie-Claire sentit ses jambes flancher. Elle s'assit lourdement sur une chaise. Mais, et les habitants? Ceux qui ont pu être guéris ont été relogés dans d'autres régions. Les autres, l'évêque baissa les yeux. Les autres ont péri dans les incendies. Le rapport officiel a parlé d'un accident tragique causé par des braseros mal éteints en raison des troubles mentaux des habitants. « Combien de morts ?» demanda le brigadier d'une voix blanche. « Près de 800 personnes. » Marie-Claire éclata en sanglots. L'idée que ses parents, Céleste et tous les habitants de Morzine puissent subir le même sort lui était insupportable. « Il doit y avoir un autre moyen, » dit-elle entre ses larmes. « Il doit y avoir une solution qui ne passe pas par ça. » L'évêque la regarda avec compassion. « C'est exactement ce que s'est dit mon prédécesseur après cette tragédie. Il a passé les dernières années de sa vie à étudier ce phénomène, à chercher d'autres solutions, et il a trouvé quelque chose. » Il sortit du dossier un dernier document, plus récent que les autres. « Ceci est le fruit de 15 années de recherche. Monseigneur de Royan a découvert que l'entité connue sous le nom de Morrigan n'est pas véritablement un esprit ou un démon. C'est plutôt une forme de mémoire collective. » « Une mémoire collective ?» répéta le brigadier perplexe. « Imaginez que les traditions, les croyances, les rituels d'un peuple puissent s'imprégner dans un lieu géographique, s'enraciner si profondément dans la terre, dans les pierres, qu'ils deviennent une sorte d'entité autonome. Cette histoire s'inspire librement des véritables événements survenus à Morzine entre 1857 et 1870, connus sous le nom d'épidémie de possession de Morzine. Bien que les personnages et certains détails soient fictionnels, l'affaire réelle a effectivement divisé la communauté scientifique et religieuse de l'époque et reste l'un des cas les plus documentés de ce que nous appellerions aujourd'hui un phénomène de psychose collective.